après la garde bourgeoise, la milice provinciale du temps de Louvois au XVIIe siècle, passée à la conscription obligatoire et universelle sous la République en 1798 par la loi Jourdan de Bresle, et le service militaire républicain suspendu par Jacques Chirac en 1997, et une restauration, bon, on ne sait pas quoi, le service national universel par Emmanuel Macron en 2019. On voit bien que l'histoire du service national est riche et n'est pas près de s'arrêter, notamment avec le débat de ce soir. Messieurs, je vous en prie. Je vais compléter ce que tu viens de dire. C'est un sujet extrêmement complexe, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et surtout extrêmement délicat, parce que c'est un sujet qui est jonché de pièges et de choses-trappes, notamment linguistiques, parce que déjà, on va parler ce soir du service national, et pas uniquement du service militaire, parce que c'est pas forcément la même chose. Ça aussi, il faut se le mettre dans la tête. Service national, ça peut être, on en aura l'occasion d'en parler, mais dans la protection civile, par exemple. Bon. Il y a tout un tas de pièces de gens, sans compter les pièges idéologiques et politiques gigantesques que cela comporte, et qu'on va essayer de déminer, au moins en partie, de commencer à déminer ce soir. Voilà, alors dans un premier temps, ça va être Vivien qui va vous présenter son ouvrage, qui vient de publier dans les éditions du Cercle Aristote, et ensuite je reprendrai la parole, parce que moi, effectivement, j'avais, il y a très exactement de ça, écrit un texte, je n'avais pas fait tout le numéro de la revue de défense nationale là-dessus, mais en fait, il y avait eu, j'avais été invité à participer à une journée d'études qui était organisée à l'époque par le parti de gauche, de l'ami Méluche, non pas que j'ai beaucoup d'affinité avec ces gens, encore qu'à l'époque ils n'étaient pas aussi catastrophiques qu'ils le sont devenus entre-temps, mais il se trouve que je connaissais très bien, parce que c'est un copain personnel, Georges Kuzmanovic, qui était à l'époque le responsable des questions de défense, encore un mot que je déteste, je vous dirai pourquoi après, qui était le responsable des questions de défense au parti de gauche, et qui m'avait invité, j'avais présenté mon point de vue sur ces questions, qui avait été absolument pas compris par l'audience d'ailleurs. C'était, je veux dire, le niveau intellectuel des militants de gauche et d'extrême gauche, déjà à l'époque, était devenu mais, catastrophique, de vide, de néant. Ça, je pourrais en parler longtemps, mais c'est un peu un autre sujet. Alors que, sans jouer les anciens combattants, j'ai connu dans les années 70 une gauche et une extrême gauche qui avait quand même une culture, quoi, qui était... là, aujourd'hui, il n'y a plus rien, c'est zéro. C'est zéro. Bon, passons. Et ce texte, et que je tiens à votre disposition, si vous le voulez, avait été publié dans le cadre des actes de cette journée d'études dans la revue Défense nationale. Et où je disais que c'était un texte qui s'intitulait « Pour une révolution française dans les affaires militaires ». Voilà, mais le plus important ce soir, c'est d'abord l'ami Vivien qui nous présente son ouvrage. Bon, bah, merci pour cette introduction. Et, je voulais commencer en disant que je suis très honoré de faire la conférence avec toi, parce que il y a 10 ans de cela, quand je faisais mes études, je lisais du Laurent Héninger, donc c'est quand même, et aujourd'hui me retrouver en conférence ici, c'est quand même quelque chose. Qui plus est au Cercle Aristote. Bon, et donc, effectivement, cet ouvrage, donc je l'ai rédigé quand j'étais au ministère des Armées, au moment du fameux Covid, et j'avais une intuition à ce moment-là, c'était au début de la crise, je me suis dit ça va durer 2-3 semaines, c'était brillant comme intuition, et je vais avoir le temps d'écrire un article. Et évidemment, la crise se poursuivant, je me suis dit, bon, bah, en avant, on va écrire un ouvrage là-dessus. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses trappes à éviter. Et je voulais partir pour faire quelque chose qui ne soit pas un pamphlet politique ou une critique de choses qui existent déjà.
je voulais partir de bases saines et de deux partis pris qui me semblent importants. Le premier, et je pense qu'on en conviendra tous, c'est que les années à venir vont être, difficiles. Il y a un certain nombre de choses qui se passent, hein, je vous laisse mettre des mots là-dessus par vous-même, changement climatique, mouvement migratoire, terrorisme, communautarisme, individualisme aussi, on n'y pense pas nécessairement mais ça me semble important, retour de la guerre en Europe, etc. Et ça c'est le premier parti pris, assez consensuel. Et le deuxième, qui peut être un peu plus personnel et sur lequel tout le monde n'est pas forcément d'accord, c'est que je pense que si on veut prendre sa part dans l'aventure collective qu'est la nation, eh ben, à défaut de verser du sang, au moins verser un peu de sueur pour le pays. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas part, si vous ne contribuez pas un minimum à cette grande aventure collective, comment ensuite pouvoir comprendre ce qu'est la nation et pouvoir la défendre si jamais elle est menacée. Donc je pars de ces deux points de vue-là. Ensuite, effectivement, définir ce qu'est le service national. Parce que vous avez, sous cette acception, vous mettez tout un ensemble de mots, de partis pris, de préjugés surtout. J'imagine que vous avez tout de suite en tête, quand vous parlez de service national, les grands bataillons, les levées de masse de l'an 2, les appelés en Algérie, les casernes dans l'Est, etc. Bon, je vous demande de mettre tout ça de côté pour le moment, et on va repartir effectivement sur quelque chose d'un peu plus... sur une page blanche, on va dire. La Cronenbourg, les trains... Et donc, déjà, qu'est-ce qu'un service? Un service, c'est un travail qu'on rend au profit de quelqu'un ou de quelque chose. Un travail, donc une activité qui vise à produire, créer, entretenir quelque chose. Déjà, pour moi, le service doit être un travail. Et ça ne va pas de soi pour tous. Quand on regarde les différents projets qui ont été faits de services nationaux, vous avez, on pourra en reparler après, mais le service national universel du président Macron, par exemple, c'est un stage de cohésion. Vous avez 2 semaines de stage de cohésion, on mélange les jeunes, voilà. Vous avez tout un ensemble de choses comme ça. Donc, pour moi, le service national, c'est un travail. Et je voudrais tout de suite revenir sur une des idées reçues qu'on a par rapport au service national, et qui est repris chaque année, parce que depuis la suspension du service national, tous les ans, vous avez un projet sérieux qui a été déposé par rapport à ça, et l'une des idées centrales par rapport au service national, c'est de dire, premièrement, bon, ces sales jeunes, on va les mettre au boulot, hein, une bonne fois pour tous, pour toutes, et puis surtout, on va faire en sorte de créer de la cohésion nationale. Bon, très bien. Alors, je pense que justement, il faut mettre ça de côté. C'est pas en mettant des jeunes pendant 1 an au même endroit, en mélangeant très fort comme un cocktail, que vous obtenez magiquement de la cohésion nationale. C'est pas comme ça que ça se passe. Pour moi, la cohésion nationale, c'est en fait, par rapport au service national, quelque chose qui vient après. C'est la conséquence du travail. C'est en travaillant ensemble, en menant ensemble des projets, qu'on arrive à créer de la cohésion. C'est pas en essayant de créer de la cohésion qu'on va faire un travail. Bon, donc voilà. Le service national, un travail qui, pour moi, devrait durer 1 an. Pourquoi 1 an? Parce qu'en fait, moins vous n'avez pas le temps, au niveau de l'État, hein, de récupérer les fruits de la formation ou de l'adaptation à l'emploi, on va dire, et plus, tout simplement, ça devient compliqué par rapport à nos projets personnels, la vie de famille, etc. Il faut évidemment que l'individu ait une place dans la société et qu'il puisse s'épanouir en dehors de l'État et des collectivités. C'est évident. Voilà. Ce qu'il faut dire tout de suite aussi, c'est que le service national, dans l'ouvrage tel que je le propose, évidemment, nous sommes au XXIe siècle, à une ère de progrès, égalité des droits, égalité des devoirs, donc ça voudrait dire qu'on mobiliserait l'ensemble d'une classe d'âge, hommes et femmes. Une classe d'âge, pour vous faire une idée, et pour que vous gardiez aussi ce chiffre à l'esprit tout du long du déroulement, c'est 800 000 personnes. Ça dépend des années, des fois un peu moins, des fois un peu plus. Donc 800 000 personnes, ça veut dire que si, dès le début de votre réflexion, vous ne prenez pas en compte cet ordre de grandeur,
quand vous allez vouloir mettre à l'échelle votre service national, votre projet en tout cas, ça va coincer. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement sur le service national universel du président Macron. Pas de mise à l'échelle, parce que c'est impossible. On va voir pourquoi. Ensuite, je continue dans les préjugés et dans les idées reçues. Effectivement, parlons du service national qui n'est pas nécessairement un service militaire. Le service militaire, vous êtes enrôlé pour une période donnée au service de l'armée, pour faire la guerre ou se préparer à la faire en tout cas. Dans ce service national-là que je propose, je rappelle tout de suite que, en fait, aujourd'hui, si on voulait mettre en place un service militaire, il faudrait tout de suite se poser la question de pourquoi faire. Parce que si vous voulez enrôler tout le monde, là, les 800 000 jeunes, qu'est-ce que vous allez faire avec 800 000 soldats? Certains diraient on pourrait envahir la Russie, faire des choses comme ça, mais bon, je pense pas que ce soit tout à fait pertinent. Et puis en plus, il y a des gens qui ne sont pas, qui ont des appétences ou des compétences qui ne seraient pas le mieux utilisées dans un cadre militaire. Il y a tout un ensemble d'autres métiers dans lesquels ils pourraient s'épanouir et rendre un service. Parce que c'est de ça dont on parle. Il faut toujours garder à l'esprit une notion d'efficacité dans ce service-là. Voilà, donc il y a aussi ensuite, quand on avance dans les idées reçues, il y a cette idée de gros bataillon. Donc je reviens là-dessus, c'est-à-dire on prend des jeunes, on les met ensemble, on fait en sorte qu'ils soient tous logés à la même enseigne, avec un uniforme, qu'ils soient à l'internat, etc. Bon, si vous réfléchissez dans cette logique-là, en fait, vous ne pouvez pas mettre en place aujourd'hui de service national. Parce que si vous voulez loger toutes ces personnes, le parc immobilier de la Défense, en fait, n'existe plus. Il a été complètement dilapidé. D'ailleurs, s'il y a des gens qui s'intéressent, un thésard qui voudrait faire un sujet intéressant, c'est qu'est devenu le parc immobilier de la Défense. Attention, il est possible qu'une bombe traîne sous votre voiture. Mais bon. C'est comme la vente des biens du clergé, ça, sous la Révolution. Il y a eu des fortunes qui se sont faites ces 20 dernières années. Mais bon. Des fortunes immobilières. Donc si demain vous vouliez loger toutes ces personnes, il y a des études qui ont été faites, ça coûterait entre 10 et 20 milliards d'euros pour reconstruire tous ces bâtiments, les mettre aux normes, etc. Et ensuite à peu près 1 milliard d'euros rien qu'en entretien. Parce que vous avez la cantine, vous avez l'ampoule à changer, etc., etc. Donc ça prend tout de suite des proportions incroyables. Donc impossible de loger les appelés, en tout cas à court terme. Il faut envisager une autre option. Et donc c'est vraiment le centre du service national tel que je le conçois. Il faut enlever ces idées reçues et partir sur une base nouvelle, à savoir une conception du service national qui soit sur une base territoriale. Je m'explique. Plutôt que de prendre un jeune de Dunkerque et vouloir le mettre avec un jeune de Marseille et puis une jeune de Strasbourg et une Bretonne, etc., mélanger tout ça pour faire de la cohésion et ensuite ils repartent aux quatre coins de la France, je pense que la cohésion nationale doit se créer à l'échelle territoriale, c'est-à-dire entre un jeune, effectivement, strasbourgeois, et puis un usager strasbourgeois et un fonctionnaire strasbourgeois, etc. Parce que c'est au niveau local que se joue, en fait, une partie de la cohésion. Et ensuite, grâce à des symboles communs, grâce au fait d'avoir participé à une expérience commune, la cohésion nationale peut jouer son plein. Donc, l'idée, c'est que on va organiser ça à l'échelle territoriale. Là, il y a deux avantages à cela. Le premier, c'est que, comme pour l'école, vous n'aurez pas besoin, et comme pour le travail lambda, on va dire, vous n'aurez pas besoin de loger les jeunes. Dans le cadre de la poursuite de leurs études, ils pourraient être logés, une grande partie d'entre eux en tout cas, pourraient continuer à être logés chez leurs parents, à proximité de leur domicile. Donc, tout ce qui est hébergement, c'est une question réglée. Évidemment, après, il pourrait y avoir, on y reviendra dans les questions, il pourrait y avoir des cas un peu particuliers, par exemple des gens qui seraient dans des situations sociales pas forcément favorisées, etc., etc. Bon, sur lesquels on pourrait prendre en charge des logements. Et ensuite, l'autre intérêt, c'est qu'il faut parler de l'encadrement. Parce qu'à l'époque du service militaire, on avait un taux d'encadrement qui, pour 75 000 hommes, on va dire pour une base de 75 000 hommes, ça revenait à 25 000 hommes d'active. Donc 1 pour 3, grosso modo. Alors imaginons qu'on fasse un encadrement léger du service national, 1 pour 20. En fait, ça veut dire qu'il faudrait recruter 40 000 hommes. 40 000 hommes, rien que pour encadrer le service national.
Donc en fait, en termes de masse salariale, en termes de dépenses pour l'État, par rapport à ce que ça rapporte, c'est pas intéressant. Alors qu'avec une base territoriale, l'autre avantage, c'est que vous inversez la logique. C'est-à-dire que plutôt que de faire une logique d'euro-bataillon et de recruter un encadrement qu'on va poser par-dessus, on va pouvoir disséminer les appelés au niveau territorial auprès d'institutions qui sont représentées, par exemple sur un canton, alors j'en parle dans le livre, je prends l'exemple du canton de Bayeux. Dans le canton de Bayeux, vous avez une mairie, enfin même plusieurs mairies, parce que vous avez plusieurs communes, vous avez un conseil départemental, vous avez une sous-préfecture, vous avez la police municipale, la police nationale, vous avez la gendarmerie, etc., etc. Vous avez des pompiers, vous avez des hôpitaux, des écoles maternelles, etc., etc. Et donc l'idée, c'est que en inversant, en mettant en fait, en disséminant les jeunes auprès de ces institutions-là, eh bien vous inversez le rapport. Vous avez actuellement 5,5 millions de fonctionnaires et d'agents de la fonction publique dans notre pays. Donc avec 800 000 jeunes, vous comprenez que vous avez un rapport d'encadrement qui est vraiment très intéressant. Donc évidemment, après, à étudier de manière plus précise, et on rentrera après dans le détail, auprès de qui, de quelles institutions, pourquoi faire. Évidemment, toujours garder à l'esprit qu'un jeune qui est amené à faire son service national, a priori, il a 3 caractéristiques. Il n'a pas vraiment de compétences développées, pas d'expérience, il est dynamique, et effectivement, il n'a pas forcément la capacité il va falloir qu'il apprenne. Donc, ce sont à la fois des faiblesses, à la fois des forces. Donc, il faudra les mettre à des endroits où, soit ils vont être en mesure de s'approprier un travail relativement facile, soit, et je viens à un autre point qui est important, utiliser le service national pour améliorer leur insertion socio-professionnelle. Parce qu'il est évident que si vous tordez le bras aux jeunes pour faire le service national, ça ne fonctionnera pas. Il faut faire un service national qui leur rende service. Et dans ce cadre-là, quel service peut rendre le service national ? Le premier, c'est de toucher un petit pécule. C'est important quand on commence. Moi, je me souviens, je n'avais pas nécessairement les moyens de faire de grandes choses. Mais si on plaçait une indemnisation de service national, comme c'est le cas du service civique actuellement, à 600 €, bon, c'est déjà un petit quelque chose pour commencer dans la vie, premièrement. Deuxièmement, pour les faire commencer à cotiser à la retraite, on pourrait imaginer des systèmes où ils pourraient passer leur permis, voire plusieurs permis poids lourd, etc., comme ça se faisait à l'époque dans le service militaire. Ça leur fait une première expérience aussi, ça pourrait leur faire des recommandations. Donc tout ça, ça permettrait d'amener le jeune à s'insérer socio-professionnellement. Autre chose, et c'est là où il va falloir avoir un peu de souplesse par rapport à ce service national, l'idée c'est que, évidemment, il pourrait y avoir des cas particuliers. Si vous êtes amené à aller dans la fonction publique par la suite, autant commencer tout de suite dans la fonction publique, ne pas perdre 1 an à être dans le service national, puisque vous allez de toute façon servir votre pays par la suite. Donc ces gens-là pourraient avoir un temps de service à faire minimum dans la fonction publique et qui serait compté comme service national. De même, alors ça évidemment, j'ai envie de dire on en parlera quand le sujet sera déposé devant l'Assemblée, mais l'idée, par exemple, un jeune qui serait dans un secteur professionnel sous tension, plutôt que de perdre 1 an, je sais pas moi, par exemple un soudeur aluminium, il y en a beaucoup, enfin il y a une grosse demande pour ça actuellement, plutôt que de lui faire perdre son temps pendant 1 an à faire autre chose par rapport à son cœur de métier, l'envoyer tout de suite rejoindre son emploi, et puis il pourrait continuer comme ça sans avoir à passer par la case de service national. Puisque cette personne va travailler pour l'économie du pays et puis contribuer à l'élargissement de l'assiette fiscale, etc., etc. Bon, voilà. Donc, je vous demande aussi de considérer les opportunités qui pourraient être saisies dans ce cadre-là. En fait, en ayant 800 000 jeunes, il y a plein de projets qu'on pourrait mettre en place. Par exemple, pour la police, imagine police de proximité, parce que ça nécessite des effectifs conséquents. Par exemple, dans le cadre du Covid, on pourrait, de manière temporelle, avoir happé une partie des appelés, justement, pour les mettre en renfort des soignants,
dans le cadre, par exemple, de secteurs de l'éducation nationale, je parle de secteurs géographiques qui sont un peu sous tension, on pourrait envoyer, renforcer avec des assistants maternels, avec des surveillants, etc. Donc en fait, il y a plein d'opportunités à mettre en place et sur lesquelles on peut réfléchir, et même par rapport auxquelles on pourrait évoluer dans le temps. Voilà. Alors, si vous m'avez suivi jusque-là, parce que c'est vrai que c'est, comme le disait Laurent, c'est un sujet où on peut très vite partir sur différentes digressions. Donc vous auriez un service avec une base territoriale et les jeunes seraient amenés à être disséminés auprès des différentes institutions publiques. Bon, il est évident que si vous prenez, on va dire, un jeune qui a un passé, voire un présent familial, social, professionnel difficile, que vous le jetez auprès de fonctionnaires, d'agents publics comme ça risque de mal se passer. Bon, alors là, il y a plusieurs dispositifs qui existent actuellement, qui ne sont pas forcément généralisés, mais je pense qu'il faudrait justement les récupérer et les englober dans ce qu'on pourrait appeler un service national adapté. Alors je vais vous parler rapidement de 4 dispositifs qui existent. Vous avez le service militaire adapté, le service militaire volontaire, les EPID et le réseau des écoles de la deuxième chance. Il y a des particularités pour les uns pour les autres, notamment école de la deuxième chance, c'est vraiment civil, alors que les 3 autres sont plutôt orientés militaires. Mais l'idée, c'est que vous prenez un jeune qui a une situation difficile, vous le mettez dans un cadre, pour le coup, là on revient on va dire aux bases du service militaire tel qu'il était à l'époque, avec un cadre, avec un encadrement, avec un renforcement des bases, donc savoir-vivre, politesse, être à l'heure, enfin vraiment, comme quand je vous dis les bases, vraiment les bases. Et écriture, lecture, calcul, et puis se former à un métier. Et donc, ces dispositifs-là qui existent ont actuellement des résultats qui sont vraiment probants. Vous avez, ça dépend des dispositifs, entre 60 et 80% de taux d'insertion professionnelle immédiatement à la sortie de ce dispositif. Donc en fait, en ayant ces gens-là, en prenant ces jeunes-là, plutôt que de les mettre dans un service national où ils ne vont pas forcément avoir la capacité à s'élever, en les mettant dans ces structures-là, qu'on regrouperait sous une appellation service national adapté, eh bien on pourrait faire en sorte de sauver une partie d'entre eux, d'un destin personnel qui peut être parfois tragique, et aussi, il faut le dire, d'une charge pour la société. Ces jeunes-là, le meilleur service qu'ils peuvent rendre à leur pays, c'est de se rendre service à eux-mêmes finalement. Juste un petit aparté, il y a une enquête qui a été faite en 2018, un jeune qui est en décrochage scolaire, tout au long de sa vie, il va coûter 230 000 € à la société, donc en termes d'impôts. Alors, je ne dis pas qu'il faut le regretter, hein, bien au contraire, c'est bien qu'il y ait des aides, etc. Mais ce serait intéressant aussi qu'on puisse prendre ce jeune-là dès le début, le mettre tout de suite sur les bonnes rails et finalement économiser ces 230 000 €. Un jeune qui est en service militaire adapté actuellement coûte 30 000 €. Donc moi je trouve que c'est un bon investissement, c'est pas un coût finalement, c'est un investissement de mettre ce jeune-là auprès du service militaire adapté, qui puisse être inséré dans la société et puis en avant pour la suite. Et je rappelle, pour qu'on parle bien en termes de proportion, chaque année sortent sans diplôme ni compétences 100 000 personnes de l'éducation nationale. Donc imaginons qu'on généralise ces 4 dispositifs-là aux 100 000 personnes, et même en généralisant, on va dire, il y a un taux d'efficacité qui baisse. Imaginons qu'on n'en ait que 50%, vous sauvez chaque année 50 000 jeunes. Donc moi je trouve que ça peut être très intéressant, sans compter que, après alors c'est du fictif évidemment, c'est pas des coûts qu'on aurait, mais si vous multipliez 50 000 par 230 000 €, eh bien, vous voyez tout de suite les économies qu'on fait faire chaque année sur chaque classe d'âge à l'État. Et c'est absolument, comme dirait l'autre, c'est un pognon de dingue. Hein. Donc là, je pense que c'est une opportunité à mettre en place. Bien. Ensuite, pour chapeauter tout ça, non, je vais peut-être terminer tout par ça. Mais en fait, donc là, pour résumer, donc vous auriez un service national classique qui est finalement, en fait, si vous y réfléchissez bien, une sorte de généralisation du service civique tel qu'il existe actuellement, avec des adaptations un peu plus complexes. Vous auriez un service national adapté, et ensuite, on va parler de la cerise sur le gâteau, j'en suis particulièrement fier, mais ce serait le service national militaire. Parce que, évidemment, notre pays a des besoins de défense,
et un service national pourrait y contribuer pleinement. Comment concevoir ce service national militaire? Eh bien, pour le coup, il ne serait pas obligatoire de faire un service national militaire, mais en tout cas, pour faire le service national militaire, il faudrait se porter volontaire. Et donc, la Défense, le ministère des Armées, aurait un certain nombre un volume de volontaires en fonction de ses besoins chaque année, ouvert à des appelés pour faire un service vraiment militaire pour le coup. Alors on pourrait partir, je sais pas moi, sur une base de 10 000 hommes, ça tombe bien, c'est à peu près les effectifs qui sont mis pour la défense opérationnelle du territoire, pour faire du vigipirate par exemple, pour faire du sentinelle, pour faire de la garde de dépôts de munitions, pour faire des gardes régimentaires. Autant de charges qui sont actuellement prises soit par des sociétés privées, il faut le savoir, pour certaines enceintes militaires, soit par les militaires eux-mêmes au détriment de leur temps de formation, de leur temps d'opération, de leur temps auprès de leur famille. Donc à réfléchir. Et pour aller plus loin, n'oublions pas que parmi nos jeunes, eh bien, nous avons des gens qui ont par exemple des compétences cyber avancées, nous avons des gens qui savent parler, de par leurs origines familiales, des langues rares. Ben, pourquoi pas prendre ces personnes-là pendant 1 an et les mettre à des postes de traduction, les mettre à des postes cyber, les mettre, etc., etc. Donc encore une fois, il y aura des choses à adapter de manière un peu plus précise et ça permettrait d'avoir quelque chose qui serait optimal pour les armées. Et justement, là l'intérêt de la réserve, c'est qu'on pourrait... l'intérêt du service national, c'est qu'on pourrait justement, ces 10 000 jeunes par exemple, chaque année, les 10 000 jeunes seraient inscrits automatiquement dans la réserve pour 5 ans, comme c'était le cas à l'époque. Et donc en fait, chaque année, eh bien, vous renforceriez les effectifs de la réserve de 10 000 hommes. Et donc, au bout de 5 ans, par exemple, vous auriez 50 000 hommes mobilisables en cas de guerre, tout de suite. Plus les 40 000 qu'on a actuellement dans l'armée de terre. Plus après les militaires d'active. Donc en fait, avec un tel système que vous adapteriez en fonction du contexte géopolitique et de la demande, eh bien, vous pourriez avoir un retour, si c'était nécessaire, à une armée un peu plus massive qu'elle ne l'est actuellement. Et je termine juste par on va dire la structure générale de tout ça. Évidemment, il ne faut pas que ça devienne une usine à gaz, parce que alors, vous connaissez, vous avez déjà utilisé tous un peu des réformes. Si on commence à mettre, pour encadrer tout ça, finalement, des représentants par région, machin, etc., ça ne marchera pas. Donc je pense qu'il faut garder quelque chose de relativement... quelque chose de relativement léger. Il faut s'inspirer notamment de l'agent du service civique, qui est à mon avis un cas d'école. Vous avez moins de 100 personnes pour gérer, c'est à peu près 40 000 personnes qui font le service civique chaque année. Donc ça marche plutôt bien. Vous pourriez avoir, voilà, avec le cyber, etc., avec le numérique, pardon, l'opportunité d'avoir une structure relativement légère qui permettrait une adaptation. Donc voici grosso modo le service tel que je l'envisage. Et puis maintenant, Laurent va nous apporter une profondeur un peu plus historique. Je vais essayer. Non, je pense que parmi les nombreuses choses trappes, il y en a tellement, je ne sais pas par quel commencer. D'abord, attention au concept de creux. Quand Macron fait un truc qui s'appelle un stage de cohésion. C'est le service national universel. Qu'est-ce que ça veut dire un stage de cohésion? Ça ne veut rien dire. C'est de la novlangue de communicants à la con, passez-moi l'expression, mais je ne peux pas être autre chose que vulgaire face à ce genre de couillonnade. La cohésion, ça veut dire quoi? Attention au concept creux. Attention également à ne pas considérer que ces jeunes seront de fait de la main-d'œuvre servile et ancillaire. C'est-à-dire, s'ils sont recrutés pour passer la serpillière dans les hôpitaux, ou s'ils sont recrutés pour servir de main-d'œuvre gratuite à des petits patrons voyous, c'est pas la peine. Si on considère qu'un service, a fortiori militaire, et ça trop souvent les politiciens, même les mieux intentionnés, ont tendance à ça,
quelque part, on leur dit, mais pourquoi tu veux rétablir un service militaire? Oh, parce que tu as vu le bordel, les jeunes ne sont pas disciplinés, les jeunes sont etc. Oui, d'accord, c'est-à-dire qu'en fait, tu veux faire un service de dressage. Voilà. Alors, je ne nie pas que le fait de passer par une forme d'institution militaire va servir aussi de dressage. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose, ou ça n'est pas que une mauvaise chose, mais c'est une mauvaise chose si ça n'est que du dressage. Et que le service militaire puisse présenter des avantages, des bénéfices en termes de société pour une nation, c'est évident. C'est évident, oui, bien sûr. Mais c'est secondaire. C'est secondaire. Et si on commence à vouloir le recréer en partant pour cette raison-là, on est sûr d'arriver à une catastrophe. On en est certain. On ne peut pas partir de cette raison-là. Un service, il ne s'agit pas de rendre service aux jeunes, là aussi, même si ça peut leur rendre service aussi, tant mieux, bien sûr. Est-ce que ça rend service à la nation? D'abord. Or, il y a une première considération à prendre en compte, avant toutes les autres. Avant même la question fondamentale du coût que ça représente. Parce que j'ai bien conscience qu'elle est fondamentale. C'est un gouffre à pognon, ce dont on parle là, de toute façon. Un gouffre. Mais il y a une raison d'abord à prendre en compte. Et ça, il n'y a que l'histoire militaire qui nous l'apprend. Pourquoi les armées sont-elles devenues des armées de conscription et des armées gigantesques? Parce que ça, il faut en faire l'historique de la chose. C'est pas une idée comme ça. C'est un système historique, un processus historique. C'est parce que l'art de la guerre avait changé, pour tout un tas de raisons technologiques, l'arrivée des armes à tir rapide, etc., qui faisait qu'on avait besoin d'armées, comme on disait à l'époque, de gros bataillons. Et ça, c'est un processus qui commence au XVIe siècle, avec la révolution militaire de la Renaissance, dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises, et qui atteint son pic avec la Seconde Guerre mondiale. Vous avez 5 siècles, en quelque sorte, 4 siècles et demi, de montée progressive en volume des armées. Les armées médiévales, en Occident en tout cas, sont des toutes petites armées. Et avant cette période, les seules armées dans l'histoire de l'humanité où on sait que c'est des armées de plusieurs centaines de milliers d'hommes ou de millions d'hommes quelquefois, c'est en Asie. C'est les royaumes ou les empires de l'Inde ou de la Chine médiévale, où sont des armées gigantesques. Mais eux peuvent se les permettre à l'époque, et eux en ont l'utilité surtout. Les armées du Moyen-Âge, c'est quelques milliers d'hommes. Quand une armée au Moyen-Âge fait 10 000 hommes, mais c'est monstrueux, c'est le bout du monde. Or, avec la Renaissance et avec l'arrivée d'armes nouvelles, etc., les armées montent progressivement en volume. Et petit à petit, je parlais l'autre fois, quand je parlais de Jeanne d'Arc, déjà à la fin du Moyen-Âge, l'arrivée de ces infanteries populaires qui se créent en Europe occidentale, c'est déjà une amorce du processus. Vous avez ensuite de plus en plus de professions qui peuvent se militariser, etc. Sous Louis XIV, on commence à avoir déjà une milice, qui est une sorte de réserve générale de l'armée. Vous avez des choses de genre. Vous avez avec la Révolution française la levée en masse d'abord. C'est d'abord la levée en masse. C'est pas encore le service militaire, entre parenthèses. La nuance est subtile, mais bon, il faut le savoir. Les guerres napoléoniennes, les guerres du XIXe siècle, la guerre de 14, où là en plus c'est une machine à broyer de la chair humaine, qui fait que on recrute, c'est brutal ce que je dis, mais on recrute des centaines, des millions de jeunes
pour alimenter le hachoir à viande. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Et puis vous avez la Seconde Guerre mondiale, qui est l'aboutissement du processus, où vous avez des armées de plusieurs millions d'hommes. Millions. Vous prenez l'armée américaine, par exemple, en 1945, c'est une armée de millions d'hommes avec son aviation, sa marine, son armée de l'air, sa police, son service des postes, ses conducteurs d'autobus, ses infirmiers, ses toubibs, son théâtre aux armées, absolument. En uniforme d'ailleurs, les gars, pas sur scène, hein, heureusement, mais bon. Ses services psychologiques, ses services sociaux, son administration avec ses bureaucrates, etc. C'est une société bis. C'est une société bis, voilà. D'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce que le conducteur de l'autocar qui va chercher les bidasses à la gare pour les amener à la caserne, est-ce qu'il a besoin d'être militaire et en uniforme? C'est une question. Peut-être que oui d'ailleurs, hein, mais c'est pas certain. Est-ce qu'on a besoin de tout militariser à ce point-là? Je sais pas. Mais ça devient des espèces de monstres bureaucratiques, ces armées, lors de la Seconde Guerre mondiale, qui c'est vraiment le pic. Et alors, après la Seconde Guerre mondiale, elles ne sont plus aussi importantes en volume, forcément, mais on continuera à maintenir le service militaire dans la plupart des pays. Et au lieu d'avoir une armée, je ne sais pas, de 15 ou 20 millions d'hommes, comme c'est le cas à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a une armée de 3 millions d'hommes aux États-Unis, par exemple, hein, mais uniquement avec les appelés de l'année. Hein, bon. Mais le modèle restera le même. Et ça, ce modèle, on a commencé à le battre en brèche. Ça a commencé dans les années 60, et les premiers, dans les grandes nations occidentales, à abolir le service militaire sont les Britanniques, dès 62 ou 63, je crois. 57. Hein? 57, je crois. 57, je crois. Non, je crois que c'est après. Mais bon, peu importe, limite, ça revient un peu au même, mais bon. En France, vous avez la guerre d'Algérie qui déjà commence à créer des problèmes. Les Américains, ils ont le Vietnam. Les Soviétiques, quelques années plus tard, ils auront l'Afghanistan. Bref, de plus en plus, la notion de service militaire universel et tout ça est battue en brèche. Vous avez des problèmes de société avec des clivages générationnels monstrueux. Pour ceux qui ont lu, ou qui ont eu entre les pattes Charlie Hebdo dans les années 70, vous vous souvenez du personnage du dessinateur Cabu, qui était l'adjudant Cronenbourg, qui était, faut le dire, qui était caricaturé comme un gros con avec une grosse moustache, qui était plein du matin au soir, qui emmerdait les appelés, etc. Bon, Cabu, ce qui est intéressant de savoir, c'est que Cabu, en fait, réglait ses comptes personnels pour avoir fait son service militaire dans la guerre d'Algérie, et dans des unités en plus dures, hein, d'ailleurs, puisqu'il était sur ce qu'on appelle la ligne Maurice, hein, pendant la guerre d'Algérie. C'était la ligne de fortification entre l'Algérie et la Tunisie, qui était destinée à prévenir les infiltrations du FLN en provenance de Tunisie à l'intérieur d'Algérie, puis les convois d'armes, etc. Bon. Mais ce qui est intéressant, moi je me rappelle, à l'époque j'étais ado, je lisais Charlie Hebdo, parce que mes parents l'achetaient, chacun son fardeau, hein, tout le monde. Et ça me faisait marrer le personnage de l'adjudant Cronenbourg. Et puis je répétais un peu ce que j'entendais autour de moi, bêtement, à l'armée, c'est vraiment des cons. Ensuite je me suis mis à réfléchir sur plein de choses, et puis je me suis dit, mais en fait elle est dégueulasse cette bande dessinée. Parce que c'est une bande dessinée de haine de classe, de mépris de classe, presque raciste. C'est vraiment la petite bourgeoisie intello-artistique parisienne qui démontre par cette bande dessinée sa haine rabique et son mépris pour le peuple français, quoi. Le brave adjudant Cronenbourg, c'est un brave prolo, quoi. Bon.
Et je me suis dit ça. Je pense que j'avais raison. Oui, mais ensuite, j'ai continué à réfléchir et j'ai affiné l'idée. Je me suis dit, mais ça, ce qui est intéressant, c'est que ça a été, en fait, avant de juger les uns et les autres, ce qui est intéressant, c'est de faire une véritable analyse historienne, donc une analyse historienne de ce qu'a représenté cette bande dessinée. C'est-à-dire que elle a été le marqueur d'une partie de la jeunesse française. Alors d'une partie, on pourra dire privilégiée, oui peut-être, de la jeunesse française, mais quand même, bon, de la jeunesse française, qui, parce qu'il faut savoir une chose, la fin des années 50 et les années 60, d'un point de vue sociologique, c'est une période extrêmement importante, parce que la population qui fait des études supérieures est multipliée par 10. En 1950, aller à la fac, c'est vraiment un truc pour les fils de bourgeois. En 1960, c'est plus le cas, ou plus uniquement le cas. En 60, soit a fortiori 65, 70, 75, c'est de moins en moins le cas. Il y a une vraie démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. Or, pour tous ces jeunes, qui ne sont pas forcément des fils de bourges, hein, pour parler rapidement, qui ont fait des études supérieures, je comprends que se retrouver deuxième classe sous les ordres d'un type qui appartient à une France qui est une autre France, qui est la France d'avant. Le mec a 35 ans et qui est adjudant-chef dans l'armée en 1960 ou 65, il provient d'une France qui était celle de Jean Gabin dans les années 30. Vous voyez ce que je veux dire? Il vient d'une autre France, qui est déjà en train de céder la place, qui est déjà en train de mourir, qui existe de moins en moins. Vous savez, tous les personnages aujourd'hui, il est de bon ton d'aimer les dialogues des films d'Audiard et tout ça, mais il faut savoir, alors les plus anciens le savent, mais les plus jeunes ne le savent pas forcément. Moi j'ai connu un peu ça quand j'étais gamin, et je pense que d'autres pourront dire la même chose que moi. Moi j'ai encore des souvenirs d'une France où les gens parlaient comme ça. Réellement. Y compris avec cet esprit, cette gouaille, ce sens de la répartie, de la parabole, de tout ça, de la métaphore. Vraiment, hein, c'était... cette France, elle a existé. Bon. Et c'était une France où d'ailleurs on buvait beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'on était bourré du matin au soir, mais on buvait énormément. On buvait du vin. Vous prenez les mémoires du dessinateur Ciné, l'anarchiste qui est mort il y a quelques années, il a fait ses mémoires en bande dessinée, ce qui sont, entre parenthèses, les 2-3 premiers tomes, sont vachement intéressants pour comprendre ce qu'était la France des années 30 et 40, de sa jeunesse et de son enfance. C'est passionnant. Il raconte le vieux Paris de l'époque, c'est fascinant. Il raconte que son père, qui était un ouvrier, un vrai ouvrier, anarchiste, parce qu'à l'époque, dans cette France d'autrefois, les anarchistes étaient un vrai courant populaire. C'était pas un courant de petits bourgeois décomposés comme ça l'est devenu aujourd'hui. C'était un vrai courant populaire. Les anarchistes, alors même si on en pense ce qu'on veut par ailleurs, hein, c'est un autre débat. Son père ouvrier, qui était ferronnier d'art, anarchiste, partait en vélo le matin à son travail, et il emportait en bandoulière 2 musettes, avec dans chacune 4 litres de vin. Et c'était uniquement pour la journée de travail. Parce que ça n'incluait pas l'apéro du soir, avec les copains, etc., etc. Vous voyez, vous voyez, on rigole et tout, parce que moi aussi, quand j'ai lu ça la première fois, j'y ai pas cru, quoi. 8 litres de pif, même si c'était du mauvais vin, hein. 8 litres de pif dans une journée, mais c'est... Moi, je veux dire, je pars à l'hosto, hein. Je peux pas. Mais ça faisait partie de la vie. Et donc, vous mettez des types comme ça à commander à des petits jeunes
qu'on fait des études supérieures, et puis avec tous les avantages que ça a, mais également tous les inconvénients que ça présente. C'est des jeunes qui ont tendance à se prendre un peu pour bon, etc., etc. Je veux dire, le choc civilisationnel est total. Total. Inévitable. Inévitable. Les deux ont tort et les deux ont raison d'ailleurs, chacun dans leur branche, si j'ose dire. Le jugement, réservons-le à un autre moment, mais voyez ce que ça a pu présenter, et voyez ce que ça a pu faire ensuite dans la constitution en France d'un vrai sentiment antimilitariste qui est devenu de plus en plus élargi au fur et à mesure que passaient les années. En 1960, c'est quelques dizaines de milliers de gosses ou de jeunes qui vont vivre ça mal et qui vont ensuite le raconter tout le restant de leur vie à l'armée. C'est vraiment un truc de con, puis c'est des fachos, et puis c'est ceci, puis c'est cela. Bon. Mais au fil des années, ça s'étend, c'est de plus en plus grand, et au final, et quand en plus le service militaire sert de moins en moins à quelque chose, quand on leur fait faire de plus en plus de conneries, moi je l'ai entendu souvent de la part de jeunes à l'époque qui faisaient leur service militaire, qui disaient non seulement on a des sous-offres qui sont des cons, des beaufs, des fachos et tout, mais en plus on nous emmerde à faire des corvées de chiottes, on nous humilie avec des trucs, des punitions à la con, on nous fait nettoyer le sol et tout ça. Moi, ce que j'aimerais bien, à la limite, même moi qui suis antimilitariste, je cite ce que j'entends à l'époque, à la limite, aller sur le terrain d'exercice, faire du tir, de la bagarre, du crapahuté et tout ça, je préfère. Et je comprends parfaitement ce point de vue. Il est sain, ce point de vue. Ce qui ne veut pas dire que on ne peut pas demander aux types de temps en temps de nettoyer un peu leur chambrée et tout ça. Oui, mais il ne faut pas que ce soit le truc principal. Il ne faut pas que ce soit le truc principal. Si on pense comme ça, on va droit dans le mur. Bon. Et c'est important de le savoir, parce que il faut quand même se poser la première question. La première question, je l'ai dite d'ailleurs, c'est à quoi sert une armée? C'est pourquoi on a créé des armées de masse? C'est parce que l'art de la guerre avait besoin de plus en plus d'armées de masse. C'est d'abord cette raison-là, c'est une raison tactique, opérationnelle, stratégique et militaire. Ensuite, il faut se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'une armée, par opposition à une gendarmerie, par opposition à une police, par opposition à un service sanitaire de Croix-Rouge, de pompiers, tout ça. Une armée, ça sert à faire la guerre. Et là, je le dis, il faut le dire crûment, ça sert par conséquent à tuer. Il faut le savoir, il faut l'accepter. Et je pense que c'est aussi le fait d'une population adulte, mûre, d'être capable de l'accepter, de le digérer, de le comprendre. Dans une nation mûre. Et pas dans une nation ni de zombies, ni d'enfants. D'enfants irresponsables et consommateurs, comme on est en train de le devenir. Oui, la vie humaine, et même le cosmos, a un caractère tragique. Et peut-être que l'armée est là aussi pour le faire comprendre. Elle n'a pas que un caractère tragique, elle peut aussi avoir un caractère comique, un caractère, etc., etc. Bien sûr, la vie est multiple. Mais faire toucher du doigt, au moins, faire prendre conscience qu'au moins ça existe, ce caractère tragique de la vie et du cosmos. L'armée, ça sert à tuer. Et donc, moi, je serais partisan d'un service militaire, et là, justement, c'est là que je vais développer mes trois branches dont je t'avais parlé l'autre fois. Un service militaire où on apprend à faire la guerre, c'est-à-dire à tuer, dans des vraies unités de combat. Et pour moi, le modèle de ce point de vue-là, j'en ai deux, avec des systèmes de réserve, et qui me semblent être les meilleurs du point de vue du fait que c'est pas des réserves à la con où les types vont apprendre à faire du macramé ou de la vannerie.
des activités de cohésion comme ça. On va apprendre à faire des lampions qui flottent sur l'eau. Ah, c'est cool. Non, mon pote, tu vas apprendre à planter un mec dans la gorge avec une dague. Tu vas apprendre à planter un mec avec ta dague et savoir ce que ça fait sur ton avant-bras, les vibrations des os que ça va rencontrer au fur et à mesure. Pour que tu apprennes ce que c'est aussi que la pornographie de la guerre. Et que tu en aies bien conscience. Les deux modèles, pour moi, c'est le modèle israélien et le modèle suisse. Ce sont ceux qui correspondent le mieux, je pense, à ceux dont il faudrait s'inspirer. En y ajoutant, ça je le dis rapidement parce que ça me donnerait une explication technique un peu longue, en ajoutant la nécessité de réfléchir à ce qu'a été le système de l'amalgame dans les armées de la Révolution française. Puisqu'au moment de la levée en masse, on manquait bien évidemment de cadres, sous-officiers et officiers, et on a réparti les volontaires dans les régiments qui existaient déjà, qui étaient des régiments professionnels. Il faut savoir aussi que pour les républicains de la Révolution française, une armée professionnelle, dans l'idée et l'idéologie et le système philosophique, de philosophie politique, des révolutionnaires français, et je suis assez d'accord avec eux, au moins dans l'absolu, une armée de professionnels, même s'ils sont français, c'est une armée de mercenaires. Une vraie armée qui n'est pas de mercenaires est une armée du peuple avec des conscrits, ou des volontaires. Ça, faut garder cette idée à l'esprit, hein, c'est important. Surtout de nos jours. Et on s'est dit, on va les répartir dans les bataillons et les régiments qui existent déjà. Ils vont apporter dans ces régiments l'esprit de la révolution et l'enthousiasme. Et les soldats et l'encadrement professionnel vont leur apporter le professionnalisme. Et ils vont se mélanger. Dans les premiers temps, ça va être peut-être un peu difficile, il va y avoir, pas forcément de l'hostilité d'ailleurs, mais il va y avoir du chaos, de l'incompréhension, etc. Mais peu à peu, dans le cours de la guerre et dans le feu de l'action, la fusion va se faire, va s'opérer, et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Mais effectivement, faire la guerre, tuer. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'une vraie armée, là je parlais d'un secteur très particulier de l'armée, la marine. Moi je me rappelle, je m'étais engueulé une fois avec un officier de marine qui me disait « Ah ouais, c'est vachement bien, là je reviens d'une campagne en Atlantique Nord, on a fait de l'assistance aux pêches, aux pêcheurs. » Je dis « Mais j'en ai rien à foutre. T'as pas à faire de l'assistance aux pêches. Tu es la marine de guerre. Tu es là pour faire la guerre sur mer. Tu n'es pas là pour faire de l'assistance aux pêches. Ou aller faire de l'assistance à des plaisanciers. Le mec est pharmacien dans le 92, qui s'est acheté un voilier en Bretagne et qui va faire le con au mois d'août au sortir du golfe du Morbihan et qui va se planter, qui va se laisser apporter par les courants et il va falloir envoyer... je sais pas moi, une frégate de la marine nationale pour aller le récupérer. Non, il faudrait avoir un vrai service de garde-côte, un vaste service de garde-côte à l'américaine qui fasse toutes ces tâches-là. Parce que oui, c'est vrai qu'on a besoin de faire de l'assistance aux pêches, d'avoir un service de sauvetage en mer, d'avoir tous ces trucs-là. Bon. D'ailleurs, tous les services existent déjà en France, les affaires maritimes, la Société nationale de sauvetage en mer, les phares et balises, etc. Les regrouper, les gardes-côtes. Et la marine ferait de la guerre sur mer et s'entraînerait à la guerre sur mer. Bon. Ça, c'est le côté militaire, pour bien le séparer. Parce que autant je suis pour que la chose militaire et la conscience de la guerre soient en quelque sorte infuse dans l'ensemble de la nation, autant je suis pour en même temps séparer, au moins d'un point de vue des principes,
le militaire des autres fonctions. Et notamment d'une fonction bien particulière qui est la fonction dite constabulaire. Le mot vient de l'anglais, hein, en fait c'est que constabulary forces, c'est-à-dire chez nous c'est police et gendarmerie, pour aller vite. C'est des forces constabulaires, et les forces constabulaires, c'est pas leur boulot de faire la guerre. Leur boulot c'est de faire respecter la loi. Et leur boulot c'est pas de tuer. Ça peut leur arriver de tuer, mais c'est pas leur fonction première. Et quand ça leur arrive, c'est presque un accident, ils sortent de la normalité de leur travail. Un policier, on ne lui apprend pas à tirer pour tuer, on lui apprend de préférence à tirer dans les jambes, vous voyez, des trucs de genre. C'est pas la même... la philosophie est totalement différente. C'est pas pareil. Alors les gendarmes, ils ont ce statut qui est français, qui est très particulier, qui sont... À la fois, ils ont le statut militaire, et bon... Mais ça, je dirais qu'à la limite, ce sont des points de détail qui peuvent être discutés, débattus, aménagés ensuite. Mais séparer les fonctions constabulaires et les fonctions militaires. Et je dis ça d'autant... Pourquoi? Non seulement par principe philosophique absolu, mais également parce que moi, je peux vous dire qu'actuellement, dans le monde entier, il y a une tendance lourde, de plus en plus marquée, à la confusion délibérée des fonctions militaires et constabulaires. Et l'armée va servir de flic. Je vous laisse imaginer le danger. Et les flics vont servir à faire de la contre-guérilla. Je vous laisse imaginer le danger aussi, y compris pour les flics d'ailleurs. Justement, sur cet aspect-là, c'est peut-être notre point un peu de... Ouais, mais attends, on va y revenir. Mais il faut séparer. Et à partir du moment où on a un pouvoir qui est intelligent, qui fait réellement de la politique, mais qui fait réellement de la stratégie également, il saura le séparer. Il saura. Effectivement, si on a un pouvoir comme celui donc, des nouilles qu'on a au pouvoir en France depuis quelques dizaines d'années, il ne saura pas. Hein. C'est des nouilles, ils ont comme grand principe stratégique des objectifs extrêmement dangereux et nocifs. Ils ont comme personne pour les mettre en œuvre des abrutis ignares. C'est the perfect storm, hein, comme disent les Américains. C'est le système parfait pour aller à la catastrophe. Hein. Bon. Mais, cette question de la séparation nette et claire, avec des dirigeants à la tête bien faite, le problème est réglé. Non, mais j'ai conscience de parler dans l'idéal. Hein. Mais je pense qu'on est là, justement. Il faut d'abord partir de ça, d'une conception idéale et tout ça, et ensuite, dans le feu de l'action et de la vie politique et de l'histoire qui se fait au quotidien, on aménage. On avance tactiquement en faisant un pas de côté, un pas en arrière, bon, etc., etc. Mais il faut avoir une idée claire, une sorte d'idéal type, comment dire ça. Mais ça, ce genre de fonction constabulaire, de police, de maintien de l'ordre, de ceci, cela, c'est pas des gosses de 19 ans qui peuvent le faire. Et alors là, pour le coup, les Israéliens l'expérience israélienne est fascinante. Les Israéliens avaient une armée avec des jeunes qui était une armée faite pour faire la guerre. Très bien. Et puis, dans les années 90, ils se sont retrouvés face à un autre problème. Ils n'avaient plus affaire à l'armée syrienne, à l'armée égyptienne, aux commandos de terroristes palestiniens ou quoi que ce soit. Ils ont eu affaire à l'intifada. C'est-à-dire des populations sur place, généralement désarmées, qu'on voyait des gosses balancer des caillasses. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On leur envoie les chars, on tire la mitrailleuse lourde dans le tas? Peut-être pas. Peut-être pas. Bon.
Le problème, c'est qu'ils ont commencé par envoyer des bidasses, qui étaient des jeunes appelés israéliens de 19 ans, avec toute la bêtise que peut avoir un post-ado, un post-adolescent, la bêtise, c'est-à-dire l'envie de défourailler, de tirer dans le tas, mais en même temps la trouille. Et chacun sait que la trouille, c'est un déclencheur de catastrophe qui est terrifiant. Hein. Très souvent, on sait par exemple, les pires massacres sont commis par des soldats ou des gangsters, enfin bon, ou des flics ou même des gangsters qui quelques instants avant ont eu une trouille bleue. Moi j'ai vu le cas une fois, j'ai vu des flics arrêter une bagnole, c'était une scène de western dans Paris. C'était il y a longtemps, j'étais gamin, j'avais vu ça de ma fenêtre, il y avait une scène de western avec, ou non, plutôt une scène de film américain avec la bagnole qui fuyait, qui faisait les tournants en crissant des pneus, etc., etc. Les flics ont essayé de la bloquer, la bagnole qui a foncé sur eux, ils ont reculé au dernier moment, sinon ils étaient bousillés, etc. Et finalement, je les ai vus, ils ont coincé le truc, la bagnole. Et ils ont sorti les mecs qui étaient à l'intérieur. J'ai jamais su qui c'était, est-ce que c'était des grands gangsters qui venaient de faire un casse, ou c'était simplement des petits cons qui avaient volé une bagnole, je ne sais pas. Toujours est-il qu'ils les ont sortis. Là, effectivement, les types, on menait plus large, hein, ils étaient... bon, mais ils les ont foutus par terre, et je les ai vus les démolir, à coups de bottes, à coups enfin, tout. Je les mets pas en accusation, je comprends parfaitement. Ne serait-ce que parce qu'ils avaient eu peur, et puis aussi peut-être parce qu'ils en avaient eu marre que les autres les aient nargués pendant une demi-heure avant de pouvoir se faire choper. Donc ils ont passé ils ont en quelque sorte évacué leur surplus d'adrénaline et de trouille, de frustration, etc. sur les types. Bon. Toujours est-il que mettre des jeunes bidasses israéliens pour réprimer des gosses de 9 ans qui balancent des pierres, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. De même, pour les mettre à un checkpoint, où on vérifie les papiers d'une population, et on vérifie également si à ce checkpoint ne va pas y avoir, les Palestiniens ne vont pas essayer de faire passer des gens avec des explosifs, des ceintures d'explosifs sous la veste et tout ça. Mettre des jeunes qui sont des post-adolescents, avec un flingue en main, qui ne rêvent que d'une chose, c'est de défourailler, mais en même temps qu'ils sont morts de trouille, c'est parfait pour une catastrophe. C'est peut-être là où il faut justement mettre des mecs de 30-35 ans, ou un peu de bide éventuellement. Alors c'est sûr qu'ils ne seront pas forcément excellents pour aller crapahuter sur le terrain, mais ils auront un peu plus de jugeote, ils seront un peu plus calmes, ils seront un peu plus intelligents, et ils sauront ne pas immédiatement vider un chargeur sur une mère de famille palestinienne avec son cabas, avec ses courses, ou sur des gamins de 9 ans. Peut-être, hein, en tout cas il y a moins de chances. Donc, idéalement, un service militaire, et là aussi on a besoin plutôt de gens qui sont des post-ados, effectivement, avec tout le côté agressif, etc., qui aiment la bagarre, qui aiment des post-adolescents, mais réserver un service constabulaire pour la génération d'après. Et je pense aussi qu'il faudrait un service humanitaire, 3 services en fait. Un service humanitaire dans les pompiers, la protection civile, les gardes-côtes, où les gars non seulement passeraient le permis de conduire, mais surtout passeraient un diplôme de secouriste, apprendraient les rudiments de la lutte contre le feu, apprendraient des choses réellement utiles pour la nation. Parce que c'était déjà le cas avec la jeunesse à partir des années 60, celle dont je parlais tout à l'heure, qui avait ses défauts, qui était gavée d'idéologie de gauche antimilitariste, etc. Oui, c'est vrai. Mais aussi, ils avaient aussi comme avantage, c'est qu'on ne pouvait pas leur faire n'importe quoi, parce que c'est des gens qui avaient, je vais dire quelque chose d'affreux, mais c'est vrai que le conscrit de 1905, qui était garçon de ferme,
au fin fond de l'Aveyron, qui paraît à peine français d'ailleurs à l'époque, il faut aussi s'en rendre compte, on pouvait lui faire ce qu'on voulait. C'est triste à dire, c'est affreux, mais c'est vrai. On pouvait lui faire ce qu'on voulait. De toute façon, il gobait. Bon. Mais je pense que si on veut leur faire des conneries, des trucs inutiles, ou leur faire passer la serpillière, ou leur faire ceci, cela, leur faire ceci, cela, qui servent d'auxiliaire à la con dans les hôpitaux ou dans les mairies, faire du travail de tamponnage dans les mairies d'actes d'état civil et tout ça, ils vont dire, mais attends, on se fout de moi, là. Surtout aujourd'hui, ils vont me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ça me sert à rien, j'apprends rien, en fait, je suis de la main-d'œuvre au bon marché, quoi. Et si on organise un service humanitaire ou civil dans ce genre de perspective, on est sûr que ça va se planter. Parce que c'est pour ces raisons-là aussi que le service militaire précédent s'est planté. C'est l'une des raisons majeures. Mais tu as appris un peu à te battre, tu as un peu appris à défendre la France là, pendant ton service au 6e Dragon à Falsbourg ou à Mulhouse. Ah non, j'ai tamponné des ordres de permission. Bah ouais. Effectivement, vous comprenez aussi pourquoi il y avait plein de jeunes qui étaient dégoûtés. Ça se comprend. Si on essaye comment dire, de piéger, de flouer la jeunesse en lui faisant faire des bêtises, elle va se détourner, ça ne va jamais marcher. Il faut que ce soit quelque chose de réel. De même que dans l'armée, ils apprendraient réellement à faire la guerre, dans la police ou la gendarmerie, ils apprendraient réellement... Mais là aussi, il faut que ce soit fait intelligemment. Je me rappelle, là encore, j'avais discuté avec un policier dans les années 80, à une époque où RNU avait institué, ça a duré quelques années, l'idée de la possibilité de faire un service militaire dans la police. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est les années 80, les années RNU ou post-RNU, où la police avait été passée du képi à la casquette, et où il y avait certains jeunes policiers qui avaient un bandeau vert sur leur casquette. Ben, c'était des gars qui faisaient le service militaire. Et j'avais discuté avec un officier de police, et il me disait, ben, l'idée est très bonne dans l'absolu, sauf que ça a été mal foutu, comme d'habitude. Ça a été fait par des énarques qui, de toute façon, l'idée de confronter une idée, même bonne, à la pratique et au terrain, de toute façon, pour eux, c'est dérogé, c'est comme pour la noblesse d'Ancien Régime. Donc l'officier de police m'expliquait, mais l'idée à la base est excellente. Le problème, c'est que c'est un boulet dans les commissariats, ces jeunes-là. Parce qu'ils ne sont pas formés, parce qu'on ne sait pas bien les former, parce qu'on n'a pas les outils, les moyens et le temps pour les former. Donc c'est un boulet, donc effectivement, du coup, on leur fait faire des conneries. Soit du travail effectivement administratif débile dans les commissariats, soit effectivement une espèce de garde statique idiote, sans intérêt, à un autre endroit. Mais là aussi, il faudrait... mais là, c'est des solutions techniques, et les solutions techniques, on en trouve toujours, de toute façon. Toujours, c'est pas ça. C'est d'abord la stratégie et les raisons politiques. Politique au sens noble du mot, hein. Je ne parle pas de politique politicienne, là. Hein. Je parle de la politique au sens de la stratégie, des vrais objectifs. Là, oui, effectivement, pompiers, protection civile, garde-côte, il y a de quoi faire. Et il y aurait d'autant plus de quoi faire qu'ils auraient une utilité stratégique, pour le coup, parce qu'ils permettraient à la France d'avoir une sorte de pool énorme de pompiers, de secouristes, de gens de protection civile et tout ça, qui en cas de catastrophe naturelle, d'inondation, de trucs liés au changement climatique, etc., en cas d'attentat terroriste et tout ça, permettrait d'avoir un pool de gens compétents pour lutter contre ça. Ça serait vachement utile. Vous voyez, plutôt que de demander aux bidas d'aller couper les arbres qui sont tombés à la suite d'un coup de vent, bon.
que l'armée puisse à l'occasion donner un coup de main parce qu'elle a des outils du génie et des camions, etc. Oui, à l'occasion on peut donner un coup de main, mais il n'y a pas besoin de texte, il n'y a pas besoin de texte de loi pour faire ça, et le bon sens peut y suppléer. Moi je pense qu'il faudrait plutôt s'orienter vers ces trois catégories, et prendre en compte aussi, parce que là aussi ça fait partie des problèmes techniques à rencontrer, prendre en compte le fait, et ça en tant qu'historien militaire, surtout en tant qu'historien militaire des périodes assez reculées de l'histoire, je l'ai souvent rencontré, c'est être capable, par exemple dans l'armée, mais ça serait valable également dans la protection civile, d'utiliser les gens en fonction de la profession, de la spécialisation qu'ils ont déjà acquis dans le monde civil. Ça c'est un phénomène qu'on retrouve souvent dans l'histoire militaire. Par exemple, il faut savoir que dans l'Antiquité, les unités de frondeurs, vous savez, tirer la fronde et tout ça, bon, les unités de frondeurs dans l'Antiquité romaine ou grecque étaient très souvent recrutées chez les bergers. Parce que les bergers savaient déjà manier la fronde. Parce que la fronde est une arme extrêmement bon marché. Extrêmement difficile, mais c'est un coup à prendre qu'on apprend sur le terrain. En quelques semaines, hein, c'est facile, mais c'est une arme très bon marché, il n'y a pas d'investissement, il y a des munitions à volonté, il suffit de se baisser sur le sol, il y a des cailloux, surtout quand on est dans un pays méditerranéen, hein. Quand on est dans les tourbières d'Écosse, c'est peut-être plus difficile, mais dans les pays méditerranéens, d'Acayas, il y en a en veux-tu, en voilà. Bon. Et pour protéger les troupeaux des loups, eh bien, un berger était frondeur. Bon. On recrutait les... Bon. Et les liens comme ça entre des professions du monde civil et des fonctions tactiques, on peut les repérer de multiples occasions. Par exemple, dans tout le monde atlantique, que ce soit les Amériques, Nord, Centre et Sud, l'Espagne, mais même l'Écosse, le monde atlantique, par exemple, la fonction de lancier, vous savez, c'est ce type particulier de cavalerie, donc à cheval, mais avec une lance, c'était à l'origine des bouviers, des gardiens de troupeaux de bœufs. D'où la figure du picador, du gardien de Camargue, d'où le fait qu'en Amérique latine, vous avez, alors, par exemple, la figure du sergent Garcia dans Zorro, c'est un régiment de lanciers. C'est pas un hasard. Le fait que la garde d'honneur du roi d'Espagne, encore aujourd'hui, soit des lanciers, comme nous on a la garde républicaine autour du président, eux c'est des lanciers, ça correspond à ça. Dans toute l'Amérique latine, la figure du lancero, du lancier, c'est une figure mythique, etc. Bon, ça vient de là. C'est les grands troupeaux de bovins. Vous avez le fait d'avoir une population qui était déjà habituée à la technologie moderne et à la mécanique, était une population qui était en quelque sorte prédestinée à être utilisée dans les chars, par exemple. Notamment, vous prenez l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, les chars allemands de la deuxième moitié de la guerre, qui étaient des bijoux technologiques, alors pas ceux de la première moitié de la guerre. Contrairement à la légende, les panzers du début de la guerre, c'est des tas de ferraille, c'est de la saloperie. Les chars français sont meilleurs. Hein. Seul inconvénient, c'est qu'ils n'ont pas la radio. Mais les chars allemands du début de la guerre, il ne faut pas non plus les mythifier. Hein. C'est de la quincaille. Mais les chars allemands de la fin de la guerre, c'est des monstres d'abord. C'est des super outils. C'est des machines de guerre formidables, mais qui coûtent très cher, qui sont longues à produire, qui consomment des quantités de carburant monstrueuses, qui sont fragiles. Hein, sur le front russe, là où il n'y a pas de route, où il y a de la boue et tout ça, le nombre de boîtes de vitesse des Panzers qui vont casser, c'est monstrueux. Et puis, ce sont des machines qui ne peuvent être mises en œuvre que par des conscrits allemands, qui, avant la guerre, déjà, étaient soit ouvriers, soit employés, enfin, qui savaient déjà conduire une bagnole, qui étaient déjà habitués à tout ça. Là où les chars russes T-34 sont produits très rapidement, et peuvent être mis en œuvre par des moujiks illettrés. Hein. Et effectivement, ils sont moins bons qu'un Tigre ou tout ça. C'est vrai. Mais là où les Allemands ont produit un Tigre, les Russes ont produit 15 T-34.
Voilà. Bon, vous voyez ces liens entre la profession, la sociologie, et donc on pourrait imaginer que tous les gens qui travaillent dans le BTP soient dans le génie. On pourrait imaginer que tous les gens qui soient dans l'électronique soient dans les transmissions ou la guerre électronique. Etc., etc. Il y a plein de professions comme ça. Pendant la guerre de 14, autre exemple, on a souvent cru, ça fait partie de la légende de la gauche, oui, la guerre de 14, ça a été le tombeau de la paysannerie française. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. La paysannerie, paradoxalement, dans les tranchées, dans l'infanterie, il y avait au moins autant d'employés de bureau que de paysans. Des petits employés de bureau, bah ouais, mais qui se retrouvaient du jour au lendemain dans la fournaise. Ouais. Les paysans, souvent, les envoyaient dans l'artillerie. Pourquoi? Parce qu'eux, ils savaient déjà manier les chevaux. Et à l'époque, l'artillerie était hippomobile, hein, c'était pas... Voilà. Eux, ils savent déjà manier les chevaux. Et ça, c'est déjà une formation qui... Déjà, si le mec, il arrive dans le régiment en la maîtrisant déjà, c'est tout bénef, pour parler vulgairement, vous voyez. Bon, alors ça veut dire du coup aussi que le petit employé de bureau, qui avant la guerre était un petit personnage falot, comme ce genre de personnage qu'a longtemps incarné, comment il s'appelle, Michel Serrault dans les films, des petits personnages falot et minables, timide et veule, etc., s'est retrouvé du jour au lendemain à devenir un capitaine Conan. Hein. Bon. J'exagère, bien sûr, mais ça c'est un truc que je raconte souvent, cette anecdote, parce qu'elle m'avait marqué. Il se trouve qu'une fois, un jour j'ai visité le musée d'histoire de la guerre qui est à Vienne, en Autriche, qui est un des musées les plus intéressants que j'ai jamais vu, et à mon avis plus que celui des Invalides, mais bon, c'est un débat. Et à un moment, j'étais en train de visiter la salle consacrée à l'armée austro-hongroise du 19e siècle, enfin disons la période pré-1914. Et là, vous aviez dans des vitrines des uniformes de toutes les couleurs, avec des brandebourgs, etc. Enfin, c'était une armée pour les opérettes du théâtre du Châtelet. Hein. Pour Sissi l'impératrice, c'est l'armée avec des toques de hussards, avec des aigrettes en plumes d'oiseaux, des trucs, enfin bon, c'était ça. Puis d'un seul coup, vous passez à la salle guerre de 14. Et là, je tombe sur une vitrine où il y avait des armes de tranchée, des armes improvisées, que les bidas fabriquaient eux-mêmes. Et vous tombez sur des morceaux de bois avec des clous comme ça qui dépassent. C'est des armes faites pour le combat au corps à corps dans les tranchées. C'est des armes hyper archaïques. Et d'une barbarie absolue. C'est-à-dire qu'on passe des opérettes du théâtre du Châtelet, ou du théâtre de Vienne, à Mad Max et à Conan le Barbare. D'un seul coup. D'un seul coup. L'horreur. Et c'est les mêmes mecs qui... Bon, c'est... D'ailleurs, c'est des choses qu'il faut savoir, c'est que quand on pense ces questions de guerre, il ne faut jamais opposer guerre moderne, hypertechnologique et guerre archaïque. Toute guerre, elle est deux à la fois. Toute guerre, elle est deux en même temps. Penser en termes de noir ou blanc, c'est déjà une connerie en général dans la vie, mais alors sur les questions de guerre, c'est la pire des bêtises à faire. C'est les deux. Il faut avoir une pensée dialectique. C'est indispensable. La guerre en Ukraine en ce moment, c'est fait à la fois de trucs hyper techno, des satellites américains qui prennent des photos qui ont une résolution de 20 cm, hein, qui vont transmettre l'information aux Ukrainiens, mais sur le terrain, ça va être aussi des types qui sont dans la boue, qui vont quelquefois se battre. J'ai vu des photos avec des armes sorties de musée, qui sont des armes de la Seconde Guerre mondiale, voire d'avant. Une photo d'unités russes, on leur avait filé des fusils qui étaient des fusils réglementaires de l'armée tsariste, qui devaient sortir d'un musée, ou je ne sais pas pourquoi. Et en même temps, il y a des satellites, des drones, de la guerre électronique, des robots. La guerre, c'est ça, toujours.
Toujours, toujours, toujours. Donc ça aussi, des choses à prendre en compte. Mais moi, j'insiste bien sur mes idées que j'ai évoquées depuis tout à l'heure. Il faut pas chercher à flouer la jeunesse. Surtout pas. Il ne faut pas commencer le raisonnement en partant d'une idée de ça va être utile socialement, on va les mater, on va les dresser, etc. Parce qu'on obtiendra le contraire. Et que si vous voulez les séduire et avoir le moins de problèmes possible, il faut au contraire leur faire faire des trucs intéressants. Et des trucs pour, soyons, disons-le franchement, des trucs sexy. Et c'est plus sexy pour un môme de 19 ans de lui apprendre à tirer au FM et à faire de l'exercice de combat en localité, ou d'aller poser une mine sous un char. C'est plus sexy pour lui que de balayer les chiottes. Et il a raison. Et si on cherche à les flouer, ils le prendront mal et le truc ne marchera pas. Bien séparer le militaire, la fonction militaire, guerrière des autres, savoir que pour les tâches constabulaires, les mômes, la trop grande jeunesse n'est pas indiquée, etc., etc. Vous voyez, il y a tout un tas de principes de ce genre. Ça se posait la question aussi de savoir est-ce qu'on a vraiment besoin d'une armée de gros bataillons. Pour l'instant, non. Là, à l'instant T0 où je vous parle, on n'a pas besoin d'une armée de 500 000 hommes. Enfin, ou de 2 millions d'hommes. Ou de 800 000 hommes. Pour l'instant, là, à l'instant T0 où je vous parle, non. Demain, peut-être. Demain, peut-être, si les relations diplomatiques avec l'Allemagne ou avec les États-Unis ou avec d'autres pays, la Pologne, la Russie, que sais-je, deviennent de plus en plus mauvaises et qu'on est obligé de repartir en guerre, la grande guerre face à des pays comme ça, ben oui, peut-être. Mais là, on reconsidérera le problème, parce que la situation stratégique ne sera plus la même. Là, si on veut strictement une armée, par exemple une armée de professionnels, cette fois-ci, on n'a peut-être pas besoin d'une armée de 800 000 hommes. En revanche, on pourrait avoir besoin de créer un service militaire où on aurait une armée de 800 000 hommes, mais pas forcément en vue de la situation stratégique présente, mais en vue d'une situation stratégique future, et puis de créer en quelque sorte une réserve, un pool de gens compétents dans lequel piocher le moment venu. Voilà, j'ai esquissé rapidement, j'ai été trop long, je le sais bien, mais j'ai esquissé, je pense, l'essentiel des problématiques qui seraient à prendre en compte, mais il y en aura encore beaucoup d'autres, et puis en plus, même les problématiques que j'ai prises, que j'ai évoquées, je n'ai fait que les esquisser encore pour l'instant. Il faudrait creuser encore un peu plus pour en faire un vrai programme politique et tout ça. Parce que par ailleurs, on aura beau jeu de me répondre, mais Laurent, ton idée elle est géniale, c'est très bien, c'est très intéressant, mais à mettre en œuvre d'un point de vue financier, c'est impossible dans l'état actuel de la France. Et je sais bien que c'est vrai. J'en ai bien conscience, vous inquiétez pas. Enfin si, inquiétez-vous d'ailleurs. Mais j'en ai bien conscience. Là, j'évoque, comme je disais, une sorte d'idéal type, un système, un dispositif idéal auquel il faudrait parvenir. Dans l'état actuel, à l'instant où je vous parle, je ne vois pas comment. Bien sûr. Vous avez illustré l'exemple de l'armée israélienne, mais vous n'avez pas parlé de l'armée suisse. Non, parce que l'armée suisse, pourquoi je me suis plus étendu sur l'armée israélienne, c'est parce qu'elle a été confrontée de fait, toutes ces dernières années, et même depuis sa fondation en 1948, elle a été confrontée réellement à des situations de combat et de guerre. Donc, c'est pour ça que je voulais que vous parliez de l'armée suisse, parce que vous avez dit que c'était un exemple... Oui, parce qu'il est bien fait en ce sens que les types, dans l'armée suisse, sont réellement... ils vont faire des périodes chaque année,
En général, ils gardent leur arme à la maison. Mais ça, c'était autrefois. C'était autrefois, je crois que ça a changé. Bah oui, vous avez, à mon avis, vous avez une vision, je dirais, d'Épinal, dans le sens que c'était la Suisse d'avant, il y a au moins 50 ans, et qui correspondrait absolument pas à la... Enfin, c'est la Suisse de mon grand-père, si vous voulez. Bah, peut-être. Bah, alors dans ce cas, je me réfère à la Suisse, si vous voulez. Et, La Suisse des années 40, si vous voulez. Et en plus, là où je trouve que c'est compliqué, c'est que l'armée suisse, elle n'existe que parce qu'il y a le concept de neutralité. Donc c'est un cas bien particulier. C'est vrai. Mais donc, c'est plutôt une espèce d'illustration, de symbole, de machinerie suisse, comme il y avait les horloges. Mais non, mais je suis d'accord. D'accord, ok, je veux bien que mes connaissances sur l'armée suisse soient pas parfaitement mises à jour. C'est tout à fait possible. Mais dans ce cas, je vous réponds. Eh bien, dans ce cas, effectivement, je prends pour inspiration. C'est-à-dire que c'est plus une armée de repli, donc peut-être que là, il y a quelque chose... Alors peut-être, alors il y a ça d'un point de vue stratégique, c'est vrai, mais il y avait cette idée qui me plaisait bien dans l'armée suisse, tout au moins à ces époques-là, que les types faisaient vraiment des périodes où ils apprenaient vraiment le combat, à l'époque en tout cas. Ils apprenaient vraiment le combat. Ils ne passaient pas leurs 3 semaines de période annuelle à aller balayer les chiottes. C'est ça que je voulais dire. Ils faisaient vraiment du tir, des choses de genre, enfin des activités réellement, authentiquement militaires. C'est en cela que c'était pour moi un modèle à suivre. Vous voyez? Et que, par exemple, même une partie des pilotes de l'armée de l'air n'étaient pas des professionnels. Étaient des pilotes de Swissair ou d'aéroclub qu'on formait également à être des pilotes de chasse sur Mirage. Vous voyez, tout un tas de fonctions. Les mecs qui étaient conducteurs de tracteurs ou de poids lourds étaient mis comme conducteurs de chars. Vous voyez, il y avait ce... Ce qu'il faut absolument savoir, c'est que c'était tous les ans. Oui. Donc là, il y a une chose que je ne connais pas dans les autres pays, mais en tous les cas, là, le fait que ça se reproduit chaque année, on avait une vision de l'armée comme si c'était des vacances, hein, entre guillemets. Hein. Oui, entre guillemets. Non, mais il y a quelque chose qui revient, il y avait des vacances. Mais raison de plus, c'est d'autant plus séduisant pour les jeunes et pour les autres. C'est pas, ils vont passer leurs 3 semaines de période militaire annuelle. Ils y vont pas en reculant, ils y vont au contraire la fleur au fusil, si j'ose dire, gais et joyeux, parce qu'ils vont se marrer, ils vont retrouver des copains, ils vont faire les cons dans la boue, ils vont apprendre à tirer, ils vont retrouver des jeux de gosses de 18 ans, quoi. Bon, c'est séduisant, tant mieux. S'ils y vont en se disant, putain, je vais retrouver encore... je vais être encore avec des cons sous les ordres d'un sous-off abruti et sadique, etc., à faire des corvées d'épluchage de patates et tout. Les mecs, ils vont y aller et c'est normal, à reculons. Et une partie d'entre eux vont même essayer d'avoir un certificat médical ou un coup de fil du papa qui est bien placé pour éviter le truc, des pistons de ce genre. Bien sûr. Oui. Est-ce que tu vois qu'il est pertinent de rétablir une forme de garde nationale? Je dis car je sais que c'est ça, c'est un vrai débat qui est complexe, qui n'est pas évident. Ça serait, je dirais, des débats techniques au sens, pas technologique, mais technique, y compris de technique administrative et sociale, qui serait à débattre dans un second temps. Est-ce que ça serait sous forme d'une grande réserve générale? Est-ce que ça serait sous forme d'une garde nationale? C'est un vrai débat, parce que c'est complexe, hein, parce que les exemples de la garde nationale, tels qu'on les a eus en France au XIXe siècle, vous avez eu des gardes nationales qui étaient complètement à droite et qui ont servi à tirer sur les ouvriers, vous avez eu des gardes nationales complètement à gauche qui ont servi à faire la commune. Il y a aussi ce problème de la politisation des unités, qui est un truc à gérer aussi, oui. Vous avez parlé déjà des problèmes, on va dire, financiers à mettre en place le service national, mais également au niveau des mentalités. Est-ce qu'on est sûr de vouloir véritablement le service national? Notamment pour, si on veut les mettre dans le côté militaire, gendarmerie, policier, déjà que ce qu'on attend de nos armées et de nos policiers, c'est déjà pas... Enfin, c'est ce qu'on n'attend pas. Alors déjà, pour ceux qu'on vient de la rajouter, est-ce que... Il est sûr que dans la configuration telle qu'elle est, encore une fois, là, à l'instant T0 où nous parlons, non. Bien sûr que non. Ça serait dans une autre configuration.
dans une autre configuration, je dirais, à la fois historique de la France, dans une autre configuration gouvernementale, ça serait aussi un nouveau gouvernement, à de nouveaux dirigeants, à de nouvelles élites, enfin des vraies élites françaises, pas des oligarchies comme aujourd'hui. Hein. Ça aussi, ça fait partie des 2 secondes, je termine. Aujourd'hui, on n'a pas d'élite, c'est pour ça que je déteste voir les gens dire « Ah, nos élites pourries et tout », c'est pas des élites. C'est pas des élites, c'est des oligarchies qui dirigent, mafieuses le plus souvent, mais c'est pas des élites. Arrêtez de leur faire cet honneur. C'est pas des élites, c'est des tarés. Quand on voit ce qui se passe là avec l'affaire Palmade ou avec l'affaire de tel patron de boîte d'assurance qui est impliqué dans des histoires de trafic de jeunes filles, etc., c'est pas des élites. C'est des tarés, c'est des dégénérés, c'est tout. Bon, bref, toujours est-il qu'avec une autre configuration gouvernementale avec des élites et tout ça, qui préparerait le pays, qui saurait lui expliquer, qui saurait lui faire accepter cette nécessité, parce qu'il lui expliquerait, il lui ferait comprendre que tout ça, ça peut être utile, et que ça ne sera pas forcément quelque chose de désagréable, et etc., etc. Oui, mais à l'instant T0 où je vous parle, dans la configuration dans laquelle on est, non. Monsieur Danfin. Excusez-moi, je me lève, parce que sinon vous ne voyez pas. En fait, je fais partie d'une génération qui n'a pas été aussi dégoûtée que celle des années 70. Dans les années 80, on avait les jeux de stratégie, etc. Oui, c'est vrai. On avait une autre vision de la guerre. Et puis on avait aussi les récits des grands-parents qui avaient fait la Seconde Guerre mondiale, ou qui avaient subi la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, quand on est arrivé, enfin, moi le service s'est arrêté en 79, pour ceux qui étaient nés en 79, donc moi je faisais partie des générations un peu après, des années un peu après. Et du coup, il y a une question un petit peu tabou qu'on se posait à l'époque, et qui justifie aussi pour beaucoup de gens, alors peut-être vous me direz le contraire, mais qui justifie pour beaucoup de gens la fin du service militaire, la conscription militaire, c'est le fait qu'il y ait des lascars et qu'on puisse passer un an avec des lascars et que ce genre de personnes puissent être détentrices d'une arme et bien sûr utiliser. Bien sûr. Moi j'en parle en termes un petit peu plus. Non, mais tu as parfaitement raison d'en parler dans ces termes-là. Donc parce que je voulais savoir. Ah, mais c'est un problème. J'ai 2-3 petites idées, mais ce sont des petites idées, et c'est un vrai problème qui nécessitera une vraie réflexion, y compris technique, avec les cadres, avec tout ça, pour voir comment faire. Oui, bien sûr, c'est un énorme problème. Absolument. Je vais peut-être pas rajouter, mais je vais vous raconter mon expérience de l'armée. J'ai fait un service très court de 6 mois seulement pour j'étais libéré avec anticipation pour cause familiale. Et avec le recul, ce qui m'a... Excusez-moi, c'était en quelle année? Parce que ça, c'est important. C'était en 76. Et avec le recul, ce qui m'a marqué, c'est que je suis resté quand même 6 mois, et que pendant ces 6 mois, il n'y a pas eu une réunion. Alors il y avait des réunions pour expliquer tout ce qu'il y avait à faire dans la caserne, etc. C'était du génie. Mais personne, strictement personne, n'est venu expliquer aux appelés qui étaient là pourquoi ils étaient là. Hein? On leur dit, bon voilà, les chiottes sont là-bas, les dortoirs sont là-bas, demain c'est exercice. Oui. Personne, aucun sous-off, aucun officier n'est venu expliquer. Alors, dans la chambrée, les gens qui disent, qu'est-ce qu'on s'emmerde, mais on est là pourquoi? Exactement. Pourquoi? Exactement. Alors on remue ça entre soi, alors ça vite fait de faire, je veux dire, de partir sur n'importe quoi. Des non-raisons, des non-motivations. Ça m'a... oui, c'est très important, tout à fait. Pour l'instant, mais avec le recul, je me dis, mais personne n'est venu nous dire pourquoi on était là, nous parler simplement. Quelqu'un qui aurait, un sous-off qui aurait parlé du mot nation, d'une façon ou d'une autre. Hein. Mais c'est pas aux sous-off de faire ce boulot. Non, non, mais... ça serait aux des officiers. Oui, oui, non, mais des fois... Parce qu'un officier, pour moi, c'est une fonction. Un officier est toujours aussi un officier politique. Mais... Alors que le sous-officier, c'est une fonction... Il y a 2 natures de la fonction de sous-officier. C'est une nature, je dirais, disciplinaire. C'est celle pour laquelle les sous-officiers sont connus.
Et c'est celle qu'on retient, parce que c'est le côté, c'est le salopard de sergent ou d'adjudant qui va me hurler dessus, me donner des punitions, me coller des jours, etc., etc. Mais ça a également une autre fonction encore de sous-officier, c'est une fonction fondamentale. Fondamentale. Et les meilleures armées du monde ont toujours été des armées avec d'excellents corps de sous-officiers. C'est la cheville ouvrière d'une armée. C'est les techniciens. C'est le mec qui saura parfaitement bien toutes les potentialités de son arme et de l'arme qu'il va enseigner dont il va enseigner l'usage à ses soldats. Que ce soit un simple fusil, un fusil mitrailleur, une radio portative, un talkie-walkie, qui va connaître par cœur le moteur de la Jeep, et tout ça, qui saura comment faire pour la réparer, ou pour donner les bonnes instructions au réparateur sur le terrain, qui connaîtra par cœur les possibilités, la portée et tout ça, et tous les trucs pour bien utiliser, pour optimiser à fond le missile anti-char dont sa section est dotée, etc., etc. Et souvent mieux que les officiers eux-mêmes, d'ailleurs. C'est ça un bon sous-off. Et qui en même temps sera capable de faire de la discipline avec les soldats. Et qui fera d'autant plus facilement de la discipline avec les soldats qu'il se montrera un excellent sous-officier technicien compétent dans le combat et dans la manipulation des outils du combat. Parce que du coup, les jeunes bidasses qui sont autour de lui le considéreront quasiment comme un grand frère. Ou un papa ou un grand frère qui saura les intéresser, leur apprendre les trucs, leur donner les trucs. Non, quand tu tires là, baisse-toi plus que ça, parce que là t'es déjà mort, etc. Quitte à l'accompagner d'un coup de pied au cul. Mais comme un papa le ferait, c'était de façon bourrue et pas méchante. Parce que, or, trop souvent, les mecs, ils le faisaient avec de l'aigreur et du ressentiment, et effectivement, avec une sorte de haine des appelés. Bon, quand vous avez un sous-off qui vous traite en tant qu'appelé, qui vous dit bande de pédés rouges, ça je l'ai entendu, hein. Pédés rouges, bon, ça nous a fait hurler de rire. Mais ça nous a fait hurler de rire, et effectivement, parce qu'on n'arrivait pas à faire un bon alignement et tout ça. Mais effectivement, on est tous tombés par terre en roulant de rire, et son alignement, il ne l'a jamais obtenu. Mais l'expression là comme ça, effectivement, ça fait rire, bande de pédés rouges. Mais en même temps, quand vous êtes traité comme ça, parce que lui, il l'avait dit, c'était au 5e degré, on avait compris que c'était au 5e degré, et on s'est marré. Mais quand c'est pas dit au 5e degré et tout ça, quand vous faisiez insulter comme ça, bon, on sentait que très souvent les officiers, les sous-offs étaient des becs amers, remplis de ressentiment, de bile et tout ça, et qui traitaient les appelés comme des merdes. Forcément, et je ne les mets pas en accusation et je ne les juge pas, parce qu'ils avaient sans doute de bonnes raisons de le faire aussi. Mais ça, on rentre dans un cercle, on rentre dans une spirale négative. Vous voyez, c'est bon. C'est ça un sous-off. Ça, c'est important de le savoir. Et les bonnes armées sont des armées avec d'excellents cours de sous-off. L'armée allemande, qui était certes nulle stratégiquement, c'est pas un hasard si elle a perdu ses guerres, mais qui était excellente d'un point de vue tactique, était une armée avec un corps de sous-off génial. Enfin, en grande partie, pas toujours. Mais globalement, oui. Le problème qu'ils ont rencontré, l'armée allemande, c'est qu'au bout d'un moment, ils ont manqué d'effectifs pour les sous-off, donc ils ont recruté en masse des officiers de police pour servir de sous-off dans la Wehrmacht. Le problème d'un officier de police, c'est que ça va donner un bon sous-off pour tout l'aspect disciplinaire du métier de sous-officier, c'est-à-dire le côté la schlag, quoi. Bon, pour parler vulgairement, mais pas forcément le côté compétence technique pour savoir mettre en œuvre le panzer ou le bazooka anti-char ou pour ceci, cela, ou la mitrailleuse, machin. Vous voyez, c'est... Monsieur, bonsoir, merci pour la conférence. Et en fait, Vivien a beaucoup plus parlé du service national et vous avez beaucoup plus parlé du service militaire. Ouais. J'aurais bien aimé avoir, si vous avez un avis peut-être sur les services plus nationaux comme Vivien le dit. J'ai expliqué ce que j'en pensais pour un service dans des pompiers, protection civile, garde-côte, tout ça.
ou pour un service dans des unités constabulaires du type police gendarmerie. J'ai donné mon avis aussi là-dessus. Hein. Ça fait pas une classe d'âge. C'est-à-dire que là... Non, mais ça en fait plusieurs. Parce que moi, je penserais dans ces cas-là à 3 services nationaux pour toutes les classes d'âge, en fonction de la période de leur vie. Je pense qu'à 18 ans, ils auraient besoin de faire un service national humanitaire, parce qu'en plus, il y a le côté, surtout avec les jeunes de maintenant, on leur ferait faire des trucs où ils feraient du care, comme on dit de nos jours, hein, voilà, ils apprendraient à être secouristes, ils obtiendraient des diplômes comme ça, ils feraient des trucs utiles, mais en même temps vachement sympa pour la population, vachement, et puis peace and love, quoi, c'est cool. Ensuite, à 20-22 ans, 23 ans, ils feraient un service militaire, et puis à 30-35 ans, ils feraient un service constabulaire, comme auxiliaire dans la police ou la gendarmerie. C'est des schémas que je donne là. Ensuite, il faut les adapter et les modifier considérablement. Mais moi, ça serait plutôt à ça que je penserais, dans l'idéal. Monsieur ? Il y avait une demoiselle aussi qui voulait parler. Ouais. Mais, on a senti, merci pour la conférence, on a senti de votre part une inflexion idéologique que vous avez assumée, à savoir que vous pensez que c'est le peuple en armes qui peut recréer une nation. Oui. Vous inscrivez un peu dans la tradition révolutionnaire, vous l'avez dit, oui. Un peu dans la vision trotskiste aussi de l'armée du peuple. On a l'autre. C'est la traduction, pas uniquement les trotskistes, les maoïstes avaient la même. À l'autre bout du spectre, on a un film qui fait l'actualité en ce moment, c'est Vaincre ou mourir. Ouais. On a la droite aristo qui célèbre les gens qui ont refusé justement d'aller au service au nom de la République et qui s'installent dans la vision aristocratique de l'armée. J'avais donc 2 questions là-dessus. Pour vous, M. Destro, est-ce que vous aussi, vous croyez à cette idée de refermation par le peuple en masse, ou, comme vous l'avez un peu évoqué, mais peut-être pas assez creusé, vous croyez que le service national, c'est bien l'idée de travail, mais pas forcément militaire, et donc pas forcément cette idée de peuple en armes qui va créer la nation. Et de manière plus globale, est-ce que du coup le service militaire, c'est un truc de gaucho poilu, ou est-ce qu'il y a moyen de trouver à travers cet outil une vraie manière de réaligner droite et gauche sur un projet? En fait, la problématique est dans le prolongement de ce que disait Laurent tout à l'heure. En fait, l'évolution d'un service se fait aussi en fonction des évolutions historiques. C'est-à-dire, effectivement, à un moment, vous avez, on a besoin de plus de masse parce qu'il y a des évolutions de l'art de la guerre qui font qu'on a besoin d'avoir plus de monde. Bon, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'il y a des menaces qui sont portées contre la nation, mais qui ne sont plus uniquement militaires. Comme disait le général, vous avez des ferments de dispersion au sein de la France. Tout simplement parce que la France a une certaine diversité, a toujours eu une certaine diversité, et que pour faire en sorte que la France reste une nation, il faut que l'on puisse se projeter dans une certaine œuvre et dans une certaine société. Il faut qu'on puisse construire des choses ensemble. Donc pour moi, le service national, conçu comme un travail qui prendrait certaines parties, certaines dimensions, comme je disais tout à l'heure, sanitaire par exemple, policiers, militaires, etc. Ça permettrait de faire face à ces différentes dimensions et de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, par le travail, créer de la cohésion nationale. Donc oui, en fait, le service national en tant qu'outil, peut-être pas de peuple en armes, mais en tout cas de peuple occupé à faire nation, ça me semble important. Et de toute façon, ce service, c'est comme l'idée de nation elle-même. Si on n'y croit pas, s'il n'y a plus la volonté, le dernier qui sort est à la lumière, quoi. C'est vraiment ça qui est important. Question de volonté, comme disait Clausewitz. Ouais. Non, mais cela dit, moi, cette question de travail, je suis d'accord avec toi sur l'emploi du mot travail, au sens noble du mot, y compris au sens où vous pouvez l'employer Aristote et tout ça. Mais attention aussi à ce que je disais. Si c'est pour en faire une main-d'œuvre à bon marché, non, moi je ne suis pas d'accord. Pour vous répondre, monsieur, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, parce que je pense que dans votre question, il y avait énormément de confusion. Je suis désolé, vous avez confondu plein de trucs. Vous me balancez l'idée que mon idée est une idée de gaucho poilu, etc. Ah non, c'est une idée nationale. Et justement, l'extrême gauche déteste tout ce dont je viens de parler. Déteste. Vous ne les connaissez pas. Hein.
Deuxièmement, là où il y a de la confusion, excusez-moi, mais vous parlez dans Vaincre ou mourir. L'armée des Chouans, c'était pas uniquement Charette et la Roche-Jacquelin, ça c'était les chefs. La grande majorité des Chouans, c'était du peuple en armes. Je suis désolé, c'est des paysans de l'Ouest en armes. Donc c'est une armée populaire. C'est une armée populaire avec des chefs aristos, oui, et encore, pas au début. Pas au début. Je veux dire, tout le monde oublie d'ailleurs, parce que la droite récupère un peu facilement la Vendée et les soulèvements chouans et tout ça, de façon souvent un peu malhonnête. Vous me direz, les autres en face font la même chose, hein, je suis d'accord, mais un peu malhonnête en ce sens qu'ils oublient de dire une chose, par exemple. C'est que vous avez entendu parler, avant l'éclatement du 14 juillet 89, l'affaire des cahiers de doléances. On avait demandé à la France entière d'envoyer des cahiers de doléances. Et bien parmi les cahiers de doléances qui étaient les plus virulents, les plus révolutionnaires, les plus radicaux, il y avait les carnets de doléances envoyés par la paysannerie vendéenne. Ça on oublie de rappeler. Et la grande peur. Oui, alors en plus il y a eu la grande peur, tout ça. Bon, mais il y a eu, vous voyez, c'est au départ, les paysans vendéens ne sont pas royalistes au sens, sont pas idéologisés, ils ne sont pas d'extrême droite, comme on dirait aujourd'hui. C'est pas vrai. C'est des paysans qui pensent de façon pas idéologique et qui pensent de façon extrêmement pratique et concrète. C'est, on ne veut pas aller faire la guerre à l'autre bout du monde. Refus de la conscription. C'est ça, refus de la conscription. Refus d'accepter les prêtres qu'on veut leur imposer, ils veulent garder leur curé à eux. C'est ça d'abord et avant tout. C'est les deux raisons principales. Hein. C'est pas des trucs idéologiques complexes, oui je suis monarchiste parce que tu comprends l'affaire des deux corps du roi, etc. Non, 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 hein, ils ont pas lu Kantorowicz et tout ça. C'est des questions tout à fait concrètes. Et l'armée des Vendées, et c'est dans un deuxième temps que la noblesse, ou les gens comme la Roche-Jacquelin et tout ça vont être choisis comme chefs, parce qu'ils vont vite s'apercevoir, ces braves paysans, qu'ils ont besoin de chefs et tout ça, parce qu'à la fois ils savent se battre physiquement, ce sont des paysans, donc ce sont des gens physiques et tout ça, et puis qui en veulent et tout ça. C'est vrai, mais ils ont besoin de chefs compétents sur les questions militaires face aux armées de la Révolution française qu'on envoie sur eux. Mais c'est le peuple en armes. Donc je vois pas pourquoi vous opposez ces questions-là. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de confusion dans votre question, mais bon, je peux me tromper aussi. Hein. Alors, il y avait mademoiselle qui... Mademoiselle, monsieur, et puis monsieur dans le fond qui avait posé une question début. Merci pour vos interventions d'abord. J'ai deux questions. La première, vous avez parlé du modèle helvétique, et je pense que c'est ce qui se rapproche le plus de ce que vous proposez. Et je me demandais comment eux s'arrangeaient pour financer, parce que le coût est évidemment énorme. Et ensuite, la deuxième question, c'est par rapport... La Suisse n'a pas de problème financier. Économiquement, peut être complexe. Est-ce qu'ils ont réussi à trouver une solution là-dessus? On pourrait... Bah, il faut croire que oui, puisqu'ils l'ont fait. Et quelle était Ah ben, je ne sais pas, ça j'avoue que je ne sais pas, je ne suis pas capable de vous répondre. Il faudrait que... C'est effectivement un problème à poser, oui, tout à fait. Parce que s'ils ont trouvé une solution, on pourrait nous pallier... Ah ben tout à fait. Et sinon... Non, non, je vous en prie. Et deuxième question, c'est par rapport à l'évolution militaire. Vous avez dit que la masse, les effectifs avaient grandi avec le temps. Nous, aujourd'hui, on voit l'effet inverse. On a besoin de moins de personnes, puisqu'avec En êtes-vous certaine? oui, En êtes-vous certaine? Oui, avec l'intelligence artificielle, les drones, on aurait quand même besoin de moins de monde, évidemment. Non. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Regardez dans la guerre en Ukraine. Ils ont besoin des deux. Ils ont les drones, ils ont les satellites espions américains, ils ont des trucs de guerre électronique hyper complexes, ils ont tout ça, des missiles anti-char Javelin et tout ça, mais ils recrutent la population en masse. En masse, des deux côtés. Et ça s'élève en millions? Ça s'élève en centaines de milliers d'hommes. En centaines de milliers d'hommes. Vraisemblablement, pour l'instant, il y a ça dépend des chiffres donnés par tel ou tel commentateur, mais on en est à 100 000 morts de part et d'autre. Hein. Donc c'est autre chose. Hein. Là, on a vu des trucs en Ukraine, ils sont en train de faire... comme ce qu'on pouvait voir sous l'Ancien Régime au XVIIe, XVIIIe siècle, il y a des bandes de soldats avec des gourdins qui passent dans la rue,
et qui emporte de force des jeunes en âge d'être au... Genre, qu'est-ce que tu fous là, espèce de feignant, tu devrais être au front. Non, c'est pas rigolo du tout, c'est atroce. Hein. C'est atroce. Hein. Avec passage à tabac et tout, et les types partent au front. C'était comme ça que recrutait la marine anglaise au XVIIIe siècle, hein, entre parenthèses, le système de la presse. Vous étiez dans une ville portuaire, vous descendiez de chez vous pour aller boire une bière au pub en bas de chez vous, au coin de la rue à Portsmouth. Vous tombiez sur une patrouille de marins avec des gourdins et un officier. Bam, cassez la gueule, et vous vous retrouviez sur un bateau parti pour le Pacifique Sud. C'est ce qu'on voit dans le film sur la Bounty. Hein. La Royal Navy fonctionnait comme ça, c'est ce qui est horrible. C'est vraiment, on raptait les soldats. C'est ce qui se passe en Ukraine actuellement. Aujourd'hui en Russie, alors ils n'en sont pas encore au système du rapt de force de soldats, mais quand vous voyez que l'armée de mercenaires Wagner va recruter dans les prisons, dans les goulags et tout ça, bon, non, il y a les deux. Hein. Et les guerres modernes, de toute façon, ça aussi c'est un principe que j'ai appris un jour d'un officier, quelle que soit la guerre, on n'a jamais assez de fantassins. Jamais. Même avec 10 millions de fantassins, il n'y en a jamais assez. Donc, croire qu'on peut faire des petites guerres avec des trucs géographiques, chirurgicaux, avec des super soldats, des espèces de gladiateurs, des super-héros qui sortent des films avec des gadgets sur eux, des forces spéciales et tout, des espèces d'Iron Man et tout ça, ça n'existe pas. Hein. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a les deux dans la guerre. Il y a les deux. Et c'est justement une croyance extrêmement malsaine, y compris idéologiquement, en Occident, de mettre dans la tête des ados aujourd'hui il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé, je vais être encore plus vulgaire que d'habitude, toute cette branlette autour des forces spéciales. C'est extrêmement malsain, parce que du coup, tous les ados aujourd'hui qui veulent être soldats, ils veulent être forces spéciales. Ils s'imaginent dans des trucs avec des hélicos et tout, enfin bon. Mais c'est sexy. Ça existe, oui, mais c'est sexy pour eux et c'est normal. Ah, je veux dire, à 17 ans et tout, c'est normal qu'on se pignole devant ça. C'est parfaitement normal. Ça fait partie des cycles de la vie. Et de l'esprit aussi, bien sûr. Sauf que quand les états-majors des armées initient ce truc et ensuite le suivent, c'est malsain. Je ne parle pas des conneries qu'a dans la tête un môme de 17 ans. On ne peut pas fonder une politique là-dessus. Il faut en tenir compte. Hein, mais on ne peut pas la fonder là-dessus. Donc, c'est malsain, parce qu'en plus, là, pour le coup, des armées uniquement de forces spéciales, des espèces de super-héros, de super-guerriers comme ça, non seulement stratégiquement, c'est pas efficace, ça peut être utile pour certains types de guerres. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il en faut pour certains types d'actions tactiques particuliers, tout ça, oui. Mais tout fondé là-dessus, stratégiquement, c'est signer son propre arrêt de mort. Parce qu'on va vous envoyer, vous avez une force spéciale de 500 mecs qui sont des Iron Man, tous. D'accord. Moi en face, je suis un pays du tiers-monde, j'ai 2 millions de jeunes de 17 ans qui crèvent la dalle, qui savent rien faire, qui crèvent la dalle mais qu'en veulent. Je vais t'envoyer une masse de 2 millions de mecs, avec des bouts de bois. Et tes 500 mecs de force spéciale, ils sont morts. Les autres vont les manger, littéralement. Donc voilà, et puis c'est malsain aussi parce que quelque part, il y a une utopie politique derrière, qui est une utopie politique extrêmement malsaine de la part des dirigeants, c'est d'avoir une armée qui soit totalement détachée de la nation, y compris physiquement. C'est plus des citoyens, ces mecs-là. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est réellement des mercenaires. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.